présence. Aujourd'hui, pour ce séminaire sur l'éthique technologique, la recherche et la réflexion technologique, c'est un séminaire qui est inscrit dans le cadre de la réflexion qui a été engagée aujourd'hui au sein de STEC sur la recherche technologique. Ce séminaire entend contribuer à cette réflexion, à la mode de cette réflexion, en tout cas, en proposant de la signification prise par l'éthique donc le constat que l'on peut faire l'inflation en quelque sorte, en tout cas le développement du discours sur l'éthique dans les programmes cadres de la politique scientifique et technologique depuis au moins une vingtaine d'années. Constituer l'intensification de cet infléchissement dans le sens d'un tournant éthique, d'un ethical turn, comme disent certains au début des années 90 dans le cadre du programme Génome Humain. Et cette intensification, cette inflation du discours éthique dans les programmes d'accompagnement de recherche. Sur la proche, on y reviendra peut-être, un foisonnement de méthodologies alternatives en matière d'accompagnement des projets, en matière de design, avec une littérature extrêmement importante sur ces sujets-là. Donc la thèse, en tout cas l'idée directrice peut-être de ce séminaire, en tout cas ce qui le sous-tend, c'est la conviction que cette inflation du discours éthique n'est pas simplement l'ajout d'un volet supplémentaire à des programmes existants, mais que cette montée en puissance de la réflexion éthique dans la recherche et la conception technologique est allée de pair avec une transformation de cette recherche elle-même, de la manière de la faire, avec une transformation aussi de la manière de faire de l'éthique et plus généralement des SHS, on en aura des exemples tout à l'heure, et également avec des innovations en matière conceptuelle autour de concepts qu'on abordera aujourd'hui comme artefacts, comme design, comme objets techniques qui se trouvent rénovés sur la base précisément de cette redéfinition de la recherche par rapport aux enjeux éthiques. Donc ce contexte renouvelé de la recherche technologique, donc ce que certains, je le redis parce que c'est le terme consacré, ont appelé un ethical turn, et je crois que le terme vient de Peter Paul Verbeek, que nous connaissons ici puisqu'il est venu en janvier dans le cadre du séminaire FITECO. Donc dans le cadre de cet ethical turn, l'ambition de ce séminaire, c'est d'amorcer une réflexion sur ce que pourrait être une recherche technologique redéfinie dans son périmètre et dans ses concepts à partir d'une prise en compte des enjeux éthiques et sociétaux qu'elle soulève. Voilà, je m'arrêterai là pour qu'on ne prenne pas trop de retard. Je voudrais, avant de passer la parole à Pascal, d'abord remercier Pascal, remercier Célia, remercier aussi Stéphane, avec qui nous avons travaillé à la construction de ce séminaire. Donc il est construit en deux temps, en quelque sorte. Un premier temps de présentation par des collègues, des jeunes chercheurs aussi, que je vais introduire rapidement. Et dans un deuxième temps, un atelier qui est prévu au départ pour durer 1 heure, mais compte tenu de la richesse du programme, on va essayer de redimensionner un peu les choses et d'aller sur 1 heure et demie. Donc on vous proposera peut-être un petit réaménagement sur le planning de l'après-midi. Hein. C'est dommage peut-être de donner une durée moindre à ce programme très riche pour l'atelier, donc Pascal va vous en parler. Pour ce qui est des intervenants, donc je les présente rapidement, mais ils se présenteront eux-mêmes ou elles se présenteront elles-mêmes dans le cours de la journée. Donc merci beaucoup à Christelle Didier qui ouvrira cette journée. Christelle Didier qui est maître de conférence à Lille 3, à l'Université Charles de Gaulle, et qui nous parlera de l'éthique des ingénieurs, de l'éthique des techniques dans les milieux de la conception et des professions d'ingénieurs, avec une perspective historique. C'est-à-dire que ce que j'ai décrit comme une inflation du discours éthique, un ethical turn, pour bien en comprendre la signification et la portée, il faut le resituer aussi dans une perspective historique longue, et c'est ce que Christelle fera très certainement.
Dans un deuxième temps, je présenterai moi-même une notion qui est celle de l'agentivité, hein, l'agency des artefacts, qui participe tout à fait de ce que j'expliquais, à savoir une redéfinition d'un certain nombre de concepts fondamentaux de la technologie, en particulier de l'objet technique, ces 15 ou 20 dernières années. Puis cet après-midi, nous écouterons Flora Fischer, qui est doctorante et qui parlera d'approches nouvelles en matière d'éthique du numérique au travers de cette expression qu'elle présentera, qu'elle explicitera d'Ethics by Design. Donc en début d'après-midi. Enfin, nous terminerons par un exposé de Céline Vercher, qui n'est pas présente physiquement avec nous, mais que nous écouterons par le biais de la visioconférence. Donc Céline est chercheuse au CEA, en détachement actuellement à Sherbrooke, au Québec. Et Céline a un profil tout à fait atypique, c'est une sociologue, mais qui est rattachée depuis plusieurs années au CEA pour y développer une recherche in situ, au plus près des ingénieurs, une recherche orientée usage, mais sur la base de méthodologies qu'elle vous présentera. Et ça nous permettra d'avoir un aperçu de ce qui se fait dans le domaine de l'accompagnement de la recherche et de la conception technologique, notamment dans le secteur des nanotechnologies, puisque c'est le secteur sur lequel elle a beaucoup travaillé à Grenoble, dans le cadre, encore une fois, du CEA. Bien, je termine rapidement en remerciant Christine. Elle est où, Christine? Ah, c'est dommage. Alors, Christine Deveau, qui a... alors, il faudra lui dire, hein, parce que Christine a très efficacement, comme d'habitude, organisé cette journée. Moi, j'ai rien eu à faire, Pascal non plus, je pense, pas plus que Célia. Formidable. Donc, merci, merci infiniment, Christine, pour cette journée. Je te laisse la parole. Super. Et puis, on laissera ensuite... Peut-être pour attends, je te donne... Voilà, je te donne... Il est nécessaire que je te vole cette petite chose. Bon, voilà, je suis vraiment ravi qu'on soit parvenu à organiser cet événement. Et donc, merci, même si c'est un petit peu excessif, tous ces merci à Xavier qui, l'air de rien, insuffle un sang neuf, tout en restant dans la problématique de Costec, qui nous permet de faire quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps, je crois, pas mal d'entre nous, à savoir prendre au sérieux la question éthique ici, et y compris avec un questionnement de réflexivité. Pas uniquement, mais y compris. Et donc c'est plutôt de cet aspect-là que je me suis occupé avec d'autres, avec Stéphane et puis avec Célia, pour essayer d'organiser un environnement sous forme d'atelier qui serait favorable à ce que nous nous saisissions, pour ceux qui en ont envie, les uns les autres, de questionnement éthique dans nos propres pratiques, ou nos pratiques individuelles, ou nos pratiques collectives. Donc c'est un sujet qui, au fil des différents séminaires, des différentes AG, nous avions évoqué en pointillé, mais dont nous ne nous étions pas encore pleinement saisis. Et voilà, c'est l'occasion cet après-midi. Et on va voir ce que ça donne, mais ça va peut-être être une bonne cuisine. Bien entendu, certains prétendent à l'heure des Panama Papers qu'il y a une coupure épistémologique entre les questions économiques, les questions légales et d'ingénierie juridique et les questions éthiques. Hein. Mais d'autres pensent qu'éventuellement ça peut servir même à d'autres disciplines que de s'approprier des questionnements éthiques. Voilà. Donc nous passons la parole à notre première intervenante. Vous avez besoin de passer, non, pas de vidéoprojection. Pas du tout. Aujourd'hui, je vais... Par contre, peut-être cette petite chose. Oui. Alors on va... Et là, vous m'entendez? C'est bien? Ça marche? Voilà. Alors pendant des années, j'ai donné des cours exclusivement, fait des interventions exclusivement dans des écoles d'ingénieurs. Bon, bah, ça ne change pas aujourd'hui. Et c'était pas possible de faire sans PowerPoint. Puis maintenant, je suis maître de conf à Lille 3, Université Charles de Gaulle, lettres, sciences humaines. Mes étudiants sont surtout des étudiantes futures éducatrices spécialisées, assistantes sociales, enseignantes de primaire. Et la culture du PowerPoint est moins présente. Alors ils sont étonnés parce que je suis la prof qui a des PowerPoint. Et de temps en temps, je me dis qu'est-ce qui se passe quand on n'en a pas, et c'est pas désagréable. Donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit non, ben... il n'y aura pas de PowerPoint, même si quand on a l'habitude, c'est une petite dépendance. Alors je suis ravie, je l'ai déjà dit à quelques personnes, ravie d'être ici aujourd'hui, parce que depuis plus de 20 ans que je suis obsédée par l'éthique et par les ingénieurs, c'est une des premières fois où je suis invitée dans un séminaire sérieux pour parler de ça.
c'est pas que j'ai pas eu l'occasion de présenter mes travaux ailleurs, mais l'essentiel de mes lieux de diffusion de mes travaux, c'est toujours à l'international, à l'étranger. Alors c'est pas du tout pour crâner et dire, mais c'est parce que quand j'ai commencé, que moi, mais presque, s'y intéresser en France. Et les 10 premières années où j'ai travaillé sur l'éthique et les ingénieurs, ma thèse y compris, en fait, mes interlocuteurs ont très vite été des collègues à l'Université technologique de Delft, et puis assez vite aussi à Penn State University, et ensuite à l'Université du Colorado, autour de Carl Mitcham, des gens comme ça. Et donc moi, en 1996, c'était donc 6 ans avant que je soutienne ma thèse de doctorat en sciences sociales à l'EHESS sur éthique et identité professionnelle des ingénieurs. Donc on était 6 ans avant ma thèse. Non, c'était en 99, donc, mais quand même quelques années avant ma thèse, 3 ans avant ma thèse. J'avais été invitée à Cleveland, un grand colloque sur l'éthique professionnelle des ingénieurs, par Caroline Whitbeck, une sommité aux États-Unis en philosophie des techniques en lien avec les professions d'ingénieurs. Parce que, voilà, ils avaient vu qu'il y avait une petite Française qui s'intéressait à ça, et je me suis retrouvée... Et donc de là, je dirais que ma socialisation professionnelle, mon réseau professionnel, il ne s'est pas fait normalement, comme pour les doctorants ici, avec un labo, un directeur de recherche autour de soi, et puis on nous explique comment on fait une communication, comment on fait... J'ai commencé par des colloques internationaux, et puis après, voilà, je fais mon premier séminaire en France 20 ans après. Donc je suis très contente d'être ici et que ce soit aussi dans une école d'ingénieurs. Je trouve que c'est important que les questions d'éthique en lien avec les techniques ne se fassent pas que dans des labos loin de là où on fabrique les ingénieurs qui vont contribuer aux techniques. Alors pendant très longtemps, c'est moins le cas aujourd'hui, et la preuve en est de l'invitation que vous avez faite de me faire venir ici. Pendant longtemps, quand les gens me disaient « tu fais quoi dans la vie ?» ils disaient « voilà, je fais de la recherche, je m'intéresse à l'éthique et les ingénieurs », il y avait comme une sorte de petit silence, un petit blanc. Quelle drôle d'idée. C'était vraiment le truc bizarre, quoi. Alors en plus, j'avais le malheur de travailler à l'époque, et ça a été le cas pendant 20 ans, à l'Université catholique de Lille. Donc assez vite, on se disait, bah, éthique, catho, il n'y avait rien à discuter. Déjà, éthique et ingénieur, ça n'allait pas ensemble. Et puis si je travaillais à l'Université catholique, il doit y avoir un truc bizarre, quoi. Vraiment, c'était, je dirais, les 10 premières années. Les 10 premières années, éthique, ingénieur, Université catholique de Lille, j'imaginais que les gens imaginaient que je prêchais des bons sentiments à des gens pour qu'ils soient gentils avec leur secrétaire ou qu'ils soient tristes quand ils licenciaient des gens, puisque en gros, quand je demandais aux gens qu'est-ce que vous pensez que je fais, c'était ça, c'était le problème de comment on est gentil avec ses subordonnés, puis comment on est triste quand on licencie des gens. Et l'idée de la technique, que parler d'éthique et d'ingénieur puisse avoir un lien avec le mot technique, était juste absent dans les représentations que se faisaient les gens. Des années après, et j'étais déjà donc à l'Université catholique dans un lieu qui s'appelle le département d'éthique, où on se dit qu'on va faire de la recherche en éthique, où moi j'étais madame éthique et ingénieur, des écoles d'ingénieurs, même toutes proches de là où j'étais, me disaient « Ah, tu viendrais pas faire un cours d'éthique chez nous, HEI, Seine, je sais pas quoi ?» Puis je dis « Bah, de quoi vous voudrez que je parle ?»« Éthique médicale. » Ouais. D'accord. Plus tard, on m'a demandé de l'éthique des affaires. Ouais. Il n'y en a pas un qui voudrait que je parle d'éthique en lien avec, je sais pas, les techniques, les ingénieurs. Et alors là, c'était, pour la sociologue que je suis devenue après, ça a été quelque chose qui, ça continue à être un os à ronger fabuleux, qui est pourquoi les institutions qui forment des ingénieurs dans notre pays veulent parler de tout sauf des ingénieurs de l'ingénierie. Et comment se fait-il que j'ai beaucoup d'amis qui sont ingénieurs, vu que j'avais commencé comme futur ingénieur, j'ai pas fini, donc j'en ai qui ont continué, et qui me disent « Mais Christelle, il n'y a vraiment plus que toi qui vois en nous des ingénieurs. » Ah bah, je dis « Excuse-moi Christophe, hein. Tu fabriques des bagnoles à PSA de A à Z, tu demandes à n'importe qui dans la rue, tu dis ce que tu fais. Les gens disent « Ah, vous êtes ingénieur. » Il n'y a que toi qui ne vois pas que tu es un ingénieur. Une autre amie qui travaille sur des forages pétroliers pour trouver des méthodes pour aller toujours plus profond et tout. Qu'est-ce qui se passe avec les ingénieurs? Bon, donc voilà, ça c'est un petit état des lieux, du contexte dans lequel moi j'ai développé mon travail. C'est dans un espace pas du tout facilitant. Pas du tout facilitant parce que
Il n'y a pas de demande sociale, il n'y avait pas de demande sociale, il n'y a pas beaucoup plus de demande sociale aujourd'hui sur une réflexion éthique concernant les ingénieurs, contrairement à la demande en éthique dans le journalisme, dans la santé n'en parlons pas, dans le travail social ou dans les affaires. J'ai été sollicitée de très nombreuses fois dans ma vie pour venir faire un peu de consultant, de conseil, d'aide en éthique. Jamais par une entreprise privée qui fabriquait des voitures ou des... Alors peut-être qu'ils ne m'ont pas trouvé sur Internet, mais peut-être ils n'ont pas cherché parce que quand... En revanche, j'ai fait de l'accompagnement de la décision dans du secteur social, des choses comme ça, dans d'autres formes d'organisation. Donc il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc ça, c'est la situation en France. Et ce qui m'a, moi, mis en route dans la recherche, c'est un peu le hasard des choses. J'avais commencé une formation d'ingénieur que j'ai interrompue. J'ai repris des études en pensant que je voulais travailler sur l'illettrisme, donc je suis partie en sciences de l'éducation. Et puis les hasards des rencontres ont fait qu'un monsieur revenait des États-Unis où il avait suivi des cours d'éthique de l'ingénierie, Engineering Ethics. Il arrivait à Lille en se disant, et tiens, et si on faisait ça dans les écoles? Et comme il n'était pas très fort en pédagogie, il disait, tiens, s'il y a un étudiant dans sciences de l'éduc qui vient observer mes cours et m'aider à réfléchir à un cours d'éthique pour ingénieur, est-il possible? C'était mon sujet de maîtrise de sciences de l'éducation. L'éthique pour les ingénieurs, la formation éthique pour les ingénieurs, est-ce que c'est possible? Et j'étais persuadée, quand j'ai fait cette maîtrise, que j'allais rire d'un bout à l'autre en me disant, mais c'est quoi ces conneries? Franchement, j'ai dit oui, plus en me disant, non mais éthique ingénieur, donc j'avais fait maths sup, maths spé, une année d'école d'ingénieur et le début de la seconde année, j'avais vu ça de près, et on me dit, quelqu'un vient faire des cours éthique et ingénieur, moi j'étais partie parce que je cherchais un peu du sens dans mon existence et que le mot éthique résonne dans ma vie, dans mes choix d'études, mes choix professionnels. Donc je me suis dit, je vais regarder ça et je vais bien me marrer parce que ça va être n'importe quoi. Et je suis tombée sur une littérature d'une richesse telle que j'en ai, je crois, pour encore une trentaine d'années pour explorer tout ça. D'autant plus que cette littérature qui était déjà riche dans les années 90 quand j'ai commencé à m'y intéresser, n'a fait que s'accroître, se développer et prendre des tournants tous plus passionnants les uns que les autres. Donc en 80... Voilà, j'ai commencé en 94, 95 à donner des cours d'éthique pour ingénieurs. Ma question, est-ce que je savais que c'était une question de recherche? Je ne sais pas. C'était pourquoi aux États-Unis, il y a des bouquins, des textbooks. Il y avait déjà à l'époque 30 titres. J'avais trouvé 30 titres d'ouvrages. Alors ils sont plus nombreux aux États-Unis qu'en France, mais quand même 30 titres. Donc quelquefois c'était des rééditions d'ouvrages qui s'appelaient Engineering Ethics, Ethics in Engineering, Ethics and Engineering, quoi, tout ce que vous voulez avec Engineering Ethics. C'est voilà, des manuels académiques à utiliser dans les écoles d'ingénieurs pour former des ingénieurs. Donc ça, c'était quand même étonnant pour moi. Et l'autre source d'étonnement, c'était que déjà un article en 1977 faisait état de, je pense, alors j'ai plus bien le chiffre en tête, mais peut-être de plus de 25 versions de code d'éthique professionnelle pour des ingénieurs. Là aussi, parfois des réécritures, dont le plus ancien datait de, il y a plus d'un siècle, datait de 1914. Quand même bizarre. Alors à l'époque, j'avais pas fait beaucoup de formation en sciences humaines et sociales, j'avais fait qu'une formation d'ingénieur, bien qu'aujourd'hui je sois docteur en sociologie, j'avais pas fait de sociologie, bon, cette question des cultures différentes, des organisations professionnelles différentes, de pourquoi il y a des codes dans des pays, pas dans d'autres. Aujourd'hui, j'en suis une grande experte, mais à l'époque, je trouvais ça très très bizarre. Il fallait que je rende compte de ça. Est-ce qu'ils étaient plus moraux? Est-ce qu'ils avaient plus besoin qu'on leur fasse la leçon, quoi? C'était quoi ce truc? Qu'ils écrivaient noir sur blanc, nous en tant qu'ingénieurs, ceci, cela, ça on ne doit pas faire, ça on doit faire. Plus il y avait des cours qui, avec des études de cas, des bonnes et des mauvaises réponses, hein, à l'américaine, donc des études de cas où à la fin on leur disait, et vous, si vous aviez été Dan Applegate en 1974, qu'auriez-vous dit à votre chef? Et puis on propose des réponses, puis quand on poursuit le livre, qu'il y a une bonne réponse, la bonne réponse c'est de faire comme le code de NSPE dit, à l'américaine, où il y a une bonne réponse à des dilemmes éthiques et où le dilemme éthique il se présente toujours avec des propositions. Donc je voyais bien que pour faire des cours d'éthique en France, comme demandait mon premier patron, je ne pouvais pas juste traduire en français ces trucs. Je ne pouvais pas juste dire c'est évident qu'il y a des questions éthiques pour les ingénieurs, la preuve il y a des codes. C'est évident, la preuve il y a des livres. Je ne pouvais même pas juste dire, bah, regardez, cette étude de cas, on va la faire pareil, ça ne marchait pas. Donc j'ai vite été confrontée à qu'est-ce que ça veut dire des différences culturelles
quand on approche des questions même philosophiques. Où là, on pourrait se dire, une question de type philosophique, elle a une dimension universelle, elle va se détacher de ses contingences. Mais moi, j'ai démarré mes premiers pas dans les sciences humaines et sociales avec cette évidence que ça n'allait pas de soi, quand on passait une frontière, de parler de ce mot, éthique, ingénieur, profession. C'était les 3 mots qui ont jalonné mon début de parcours. Alors, aujourd'hui, on a des revues spécialisées, par exemple Science and Engineering Ethics. En France, est-ce qu'on a, ou dans la francophonie, est-ce qu'on a la moindre revue académique où il y a le mot éthique et ingénieur ou ingénierie? On a des numéros spéciaux très très régulièrement sur les questions éthiques dans le Journal of Engineering Education aux États-Unis, dans l'International Journal of Engineering Education publié en Irlande, dans le European Journal of Engineering Education qui est le journal de la Société européenne pour la formation des ingénieurs qui est basé en Belgique. Donc il y a eu de la publication académique. Voilà, ça fait des années qu'il y a des articles académiques dans des revues, alors en plus avec des H-index, machin chose, voilà. Académique. On voit aussi des articles sur l'éthique et les ingénieurs dans des revues qui n'ont pas le mot ingénieur, dans par exemple Science, Technology and Human Values, dans Professional Ethics, dans Business and Professional Ethics ou dans Ethical Perspective, publié à Louvain. Donc des revues dédiées à la recherche académique en éthique, qui à certains moments sont un numéro spécial ou ont un article parmi d'autres, un article en bioéthique, un article en éthique des affaires et de temps en temps un article sur l'éthique en lien avec les ingénieurs. Quelle connaissance avons-nous en France? Et je ne vais pas dire la francophonie parce que le Québec est une situation particulière, mais quelle connaissance avons-nous en France de plus de 30 ans de publication avec des grandes évolutions? Après, on a aussi, dans des revues destinées à des professionnels, des numéros spéciaux très ciblés. Donc il y a le monde académique et le monde professionnel. Par exemple, IEEE, I3E, qui est la plus grande, la plus importante société d'ingénieurs au monde en termes d'adhérents, l'Institute of Electronics Engineers, donc a une revue qui s'appelle IEEE Technology and Society magazine qui est publiée donc par eux depuis des années, où il y a très régulièrement des articles sur des questions éthiques. Donc IEEE, c'est 395 000 membres répartis dans 150 pays. Voilà, ça fait du monde. Alors, voilà. Ça, moi, c'est ce que j'ai vu depuis 30 ans. Et je vous disais, pendant bien 10-15 ans, les gens ne comprenaient pas que je m'intéresse à ça, en France. Alors, je vais vous dire quelques mots sur la façon dont en recherche, on peut aborder cette question. Je vais vous parler un petit peu de la façon dont les professionnels s'intéressent à cette question. Et puis, je vous donnerai quelques points de ma contribution, ma modeste contribution là-dedans, qui ne sera pas tant historique à ce moment-là, là il y a des éléments historiques, mais qui sera plutôt sur des questions qui étaient des bêtes questions de traduction et de vocabulaire qui sont devenues des choses énormes pour moi. Et je ferai ensuite un petit point sur un numéro spécial de la revue Techné, qui datait de 2014, qui faisait suite à un des premiers colloques sur la recherche en éthique qui avait lieu à l'Université technologique de Delft, de faire état des quelques points qui étaient considérés comme les thèmes sur lesquels la recherche en éthique de l'ingénierie pourrait se développer, et de dire, voilà, entre 2004 et aujourd'hui, sur ces points, qu'est-ce que je vois comme évolution. Alors, donc la réflexion en éthique appliquée dans la profession d'ingénieur, malgré tout, même s'il y a 30 ans, elle est plus récente que dans beaucoup d'autres professions, en particulier les professions médicales, ou pas seulement en France, si je parle du monde entier, où il y a une littérature abondante depuis très longtemps. Maintenant, si en France, je vais trottoir devant l'université ou même en plein centre-ville, je dis le mot bioéthique, je dis le mot éthique médicale, je dis le mot éthique biomédicale. Je dis, selon vous, c'est quoi? Tout le monde va avoir quelque chose à me dire. Peut-être des bêtises, hein, mais tout le monde aura quelque chose à me dire. Si même je dis éthique médicale, est-ce que vous pourriez me raconter une situation où pour vous, il y a un problème d'éthique? La probabilité que la personne ne trouve rien est faible. Tout le monde a une idée de ce qu'il peut y avoir, à tort ou à raison, hein, derrière éthique médicale. Alors maintenant, vous dites éthique ingénieur, vous allez au centre-ville de Compiègne. Et ben, on se retrouve l'année prochaine, avant que quelqu'un puisse vraiment spontanément mettre du sens à ce lien. Pour moi, c'est vraiment c'est l'étonnement qu'ont les gens face à mon intérêt
sur cette recherche qui m'étonne. Je ne comprends pas que les gens s'étonnent de ça. Je ne comprends pas que les gens s'étonnent qu'on réfléchisse aux enjeux éthiques liés au travail des ingénieurs. Pourquoi? Parce que tout le monde trouve normal de s'intéresser aux questions éthiques liées aux techniques, entre autres aux biotechnologies, mais aux techniques. Vous dites éthique robot, ah oui, éthique drone, éthique informatique, vous dites éthique avec quelque chose de technique, dans bien des cas, les gens vont vous dire quelque chose. Et alors maintenant, on imagine le monde de la fabrication des techniques, dans ce pays comme ailleurs, et on enlève tous les ingénieurs diplômés issus des écoles habilitées par la CTI. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une évidence que les techniques, les technologies posent des questions nouvelles, délicates, que tout le monde, hein, quand on parle développement durable, les générations futures, l'écologie, des questions éthiques en lien avec les techniques, oui, les gens trouvent c'est normal, c'est pas étrange que quelqu'un passe sa vie intellectuelle là-dessus. Personne ne trouve non plus à redire quand je dis, ben, imaginez notre monde sans les ingénieurs diplômés. En plus, je simplifie, je dis les ingénieurs diplômés issus des écoles habilitées par la CTI. Parce qu'on me dit les ingénieurs, on va enlever on n'enlève que ceux-là. On enlève ces 700 000 individus qui font ça, qui sont formés dans nos écoles. Voilà. Il y a une dépendance, notre société a une dépendance à l'égard de ce groupe d'individus. Pas que à l'égard de ce groupe. Et ce groupe n'est pas tout seul à fabriquer les techniques. Mais ce que je trouve absolument aberrant, c'est non pas comment dire, c'est pas qu'on ne parle pas que d'eux, je ne demande pas qu'on ne parle que d'eux, mais qu'on n'en parle pas du tout. C'est une sorte de point aveugle. Et le fait que quand une école d'ingénieur me sollicite pour faire un cours d'éthique, elle veuille un cours d'éthique des affaires ou un cours d'éthique médicale, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, parce que les gens surfent et ils voient sur quoi j'écris, mais pendant les 10 premières années, c'est un signe. C'est un signe que même ceux qui fabriquent des ingénieurs, voilà, il y a un truc, il y a un problème. Alors, moi, c'est cet étonnement qui me fascine, c'est que le développement des technologies a donné lieu à une abondante littérature, une abondante réflexion sur éthique, et que la contribution des ingénieurs, qui est nécessaire au déploiement d'une façon ou d'une autre de ces techniques, de la conception, la fabrication, l'organisation du travail, l'évaluation, la création des normes, la disparition, je veux dire, de cradle to cradle, de A à Z, on trouve des ingénieurs, que ce soit dans le privé, dans le public, pour faire des certifications, des dimensionnements, des calculs, de l'organisation du travail. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'auteurs dans le milieu américain où, je dirais que là, c'est dès les années 80 que des gens se sont mis ensemble pour discuter de ça. Quand je dis des gens, c'est principalement des ingénieurs enseignants dans des écoles d'ingénieurs et des philosophes. C'est-à-dire que les discussions autour de l'éthique de l'ingénierie ont eu une première phase aux États-Unis, une toute première phase que les ingénieurs entre eux. Donc toute cette période des codes de déontologie, ben voilà, pour produire un code de déontologie ou pour le réviser, il faut causer. Il y a des traces, il y a des écrits, il y a des comptes rendus de réunion, il y a de l'intelligence, il y a de la réflexion, c'est-à-dire il y a une réflexion autour des enjeux éthiques de l'ingénierie par les acteurs eux-mêmes pendant des années. Alors on peut toujours dire, et je suis la première à le dire, que ces chartes, ces codes d'éthique, c'est des beaux bouts de papier, on met une punaise, on le regarde, ça ne sert à rien. Ok, je suis assez d'accord. Mais en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement est-ce que ça sert ou ça sert pas, c'est de me dire mais pourquoi ils écrivent ça? Pourquoi ils écrivent ce truc qui ne sert à rien? Qu'est-ce que ça signifie? Ils le font pour crâner, ils le font parce qu'ils ont du temps à perdre, ils le font parce que... Donc il y a une signification sociale que je ne peux pas complètement balayer d'un revers de manche. Parce que beaucoup de gens, quand en France, disaient ah bah regardez, il y a des codes, et je montrais, alors ils regardaient le texte, ils disent bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le premier texte d'éthique d'ingénieur en 1914, il disait l'ingénieur éthique, c'est celui qui obéit à son employeur. Bon, vu d'ici, on se dit c'est bien la peine de se réunir et de causer pour écrire ça. Et alors, moi je me suis dit pourquoi ils en sont arrivés à un truc aussi bête? Et puis j'ai observé et je me suis rendu compte qu'au moment où ils ont eu envie, et là je ne vais pas tout de suite m'étaler sur les raisons pour lesquelles ils ont eu envie d'écrire un code d'éthique, ils ont regardé d'autres codes d'éthique qui existaient. Et les autres codes d'éthique qui existaient étaient des codes d'éthique pour des professions, on va dire, libérales. Et où l'obligation première du professionnel, c'est à l'égard de son client. Je travaille au service de mon client, l'intérêt supérieur de mon client en tant que juriste, en tant que médecin. C'est ça, la fierté, la noblesse de mon métier.
Et les ingénieurs 1914, au début, ils avaient écrit ça, et puis ils se sont dit, mince, on n'est plus si nombreux que ça à être des consultants. On est beaucoup des salariés. Ah, ils ont dit, c'est pas grave, on met du Tipex, on enlève client, et puis on met employeur. Comme si c'était la même chose de dire, voilà, ce qui fait la fierté de mon métier, c'est de défendre les intérêts supérieurs de mon client, auquel j'offre un service, ou de mon employeur. Bon, 1914. Maintenant, dans la même organisation, IEEE, qui à l'époque s'appelait AI2E, dont le premier code est ça, on arrive dans les années 90 à un code d'éthique qui dit, bah pour nous, si à un moment il y a des accords entre l'intérêt public et mon employeur, je suis dans l'obligation de tirer la sonnette d'alarme. Alors on se dit, bon, bah c'est bien quand les ingénieurs réfléchissent entre eux, il y a quelque chose qui, si on se met en position de humaniste, philosophe, sociologue, qu'on regarde de l'extérieur en se disant, ils sont bien sots là entre eux, on peut se dire, tiens, ils ont discuté entre eux, c'est quoi la fierté, la honte de notre métier, et on arrive à quelque chose qui n'est pas inintéressant, de dire, voilà, moi, qui détiens un certain savoir, un certain pouvoir, mais qui suis dans une position de salarié, qui manipule des objets qui ont des impacts sur des humains, qui est compris en discutant avec des philosophes que le bien public, l'intérêt commun, qu'il y a des mots comme ça qui ont du sens. Tiens, à un moment, ce risque de tension entre mon rôle, je suis titulaire d'un rôle, et moi, en tant qu'agent moral, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ça? Donc voilà, première phase de la réflexion éthique uniquement chez les ingénieurs entre eux, qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, avec, à partir des années 80, des discussions avec des philosophes, mais qui à l'époque n'étaient pas des philosophes des techniques. C'était des philosophes, c'est une race que je ne connais pas très bien, il y en a un avec qui je me bats depuis 30 ans, là, je relisais encore hier un de ses articles, il m'insupporte, c'est terrible comme ça. Donc voilà, c'est des philosophes des professions. Alors c'est bizarre, ça ne correspond pas à grand chose chez nous, mais il faut voir que la notion de profession, profession, et j'en parlais tout à l'heure à travers les vocabulaires, c'est un monde, c'est un concept, et donc il y a des gens dont la spécialité, c'est d'être des philosophes des professions, mais probablement que les Américains peuvent être très étonnés qu'on ait en France des sociologues dont la spécialité est des sociologues des cadres. Que ce soit Charles Gadea, Paul Bouffartic, des gens que je respecte beaucoup, avec qui je travaille beaucoup. Voilà, c'est quoi leur champ, leur objet, la sociologie des cadres. Aux États-Unis, il y a des mots comme ça qui ne traversent pas les frontières et qui peuvent devenir des objets d'étude. Et on a beau vouloir porter une parole qui aura du sens au-delà de nos contingences, il y a quelquefois des mots qui vont créer des groupes, qui vont créer des institutions, qui vont enfermer la discussion dans un espace dont l'étanchéité est grande. Donc voilà, il y avait des ingénieurs et des philosophes des professions qui avaient une approche de ce qu'est une profession très singulière. Alors ça a donné quand même un vis-à-vis aux ingénieurs et ça les a fait évoluer dans leurs réflexions, mais dans un monde parallèle par rapport à toutes les réflexions en Science Technology Society qui se faisaient ailleurs, plus avec des sociologues, plus dans des équipes pluridisciplinaires, qui étaient aussi en lien avec des acteurs, mais ailleurs. Alors, soit ils étaient sans les acteurs, donc ils pouvaient s'intéresser à la technique en étant dans leur université sans jamais voir d'entreprise, mais s'ils étaient en lien avec des entreprises ou des laboratoires de recherche, c'était pas au titre d'être des professionnels, mais au titre d'un projet concret, technique. Donc il y avait le mouvement STS, comme ça, et d'un autre côté, Engineering Ethics, qui au bout du compte, on pourrait se dire, avait des préoccupations communes. Quelquefois, ils parlaient au même genre de gens, des ingénieurs. Parfois, pas toujours. Tout le STS ne touche pas des ingénieurs, mais certains ingénieurs étaient là. Mais ils ne se préoccupaient pas des mêmes choses. Donc ça, moi, quand j'ai découvert ça, ce qui a été compliqué, c'est que si j'avais découvert les questions éthiques en lien avec les ingénieurs aujourd'hui, avec des équipes comme il en existe maintenant ici, ou à Delft, aux Pays-Bas, ou même aux États-Unis maintenant, j'aurais pas passé des années et des années autour de profession, occupation, tous ces trucs-là, qui ont été nécessaires pour que je puisse dialoguer avec les seules personnes qui s'intéressaient à ça. Les seules personnes qui s'intéressaient à ça parlaient en anglais et étaient principalement aux États-Unis. Et quand ils étaient japonais, ils venaient à des colloques aux États-Unis où, finalement, ceux qui venaient aux États-Unis, les premiers que j'ai rencontrés, les premiers japonais que j'ai rencontrés aux États-Unis ou aux Pays-Bas, c'est plutôt aux Pays-Bas que je suis allée, finalement, je me suis rendu compte tardivement que c'était des Japonais singuliers qui avaient fait leur école aux États-Unis et donc que profession, occupation, que la culture professionnelle, leur socialisation professionnelle, la signification du mot éthique dans leur vie en tant qu'ingénieur ou enseignant en école d'ingénieur
étaient colorés, avaient bien été colorés par leur passage aux États-Unis. Et alors je me souviens d'un colloque, c'était une journée d'études à Delft, c'était en 2010, où tout d'un coup on a comme ça de temps en temps des éclairs, un truc comme ça qui illumine. Et alors c'était Jun Fudano qui travaille entre autres à l'UNESCO, qui est à l'université de Kanazawa au Japon, que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer, qui à un moment il projette une diapo et je suis restée bloquée sur cette diapo 5 ans. Et cette diapo, elle était issue d'études internationales sur les valeurs. Alors on peut penser ce qu'on veut, toutes ces façons de sonder les valeurs des individus à partir de normes, enquêtes quantitatives. Voilà. Pour moi, ce sont des indicateurs. Je ne sacralise pas ce qui émane de ces enquêtes sur les valeurs. De fait, moi, j'en ai fait aussi. Mais ce sont des indicateurs. Et alors, les grandes enquêtes sur les valeurs, il y avait des enquêtes européennes à une époque, les valeurs des Européens, il y a les valeurs des Français autour de l'équipe de Bréchon, Sciences Po, Grenoble, les valeurs des Français, les valeurs des Européens, les valeurs dans le monde. Donc, c'est tout un courant de recherche important en sociologie. Et on est arrivé à un moment à donc, des enquêtes qui se faisaient dans le monde entier. Et une des questions était, pour vous, en matière de morale, réponse A. Il y a des lignes directrices qui sont valables dans toutes les situations. Réponse 2. Il n'y a aucune ligne directrice, tout se passe au cas par cas. On ne peut juger qu'au cas par cas. Et pendant des années, il n'y avait pas de réponse 3, c'était les non-répondants. Et au fil des années, c'est devenu ni l'un ni l'autre. Et alors, qu'est-ce que je vois sur un diapo? Je vois que pour plus de 65%, je ne sais plus si c'est 66, 70, plus de 2 tiers des Américains sondés pour cette enquête internationale, c'est la réponse A. En matière de morale, il existe des lignes directrices qui sont valables dans tous les cas. Et en dessous, j'avais la Corée, le Japon, la Chine et le Vietnam, en tout cas plusieurs pays asiatiques. Et j'avais 70% des répondants, entre 60 et 70%, qui mettaient au cas par cas. Et tout d'un coup, pour moi, ça a été lumineux parce que ça faisait des années que j'étais confrontée à des gens pour qui, finalement, parce que ça a donné lieu après à une discussion, pas tant dans ce colloque-là que moi après avec des individus, finalement, je me rendais compte que les Américains avec lesquels j'étais en discussion, pour eux, si on disait cas par cas, on n'était pas moral. Mais je l'entendais, je le sentais, mais je ne mesurais pas à quel point il y avait un trait culturel. Et le trait culturel, c'est la non-reconnaissance d'une autre forme de traitement des questions d'éthique, de morale, une autre forme qui est au cas par cas, la casuistique, et qui ne veut pas dire, quand on dit au cas par cas, c'est pas « oula, relativisme moral absolu, je verrai ». Non, philosophiquement, c'est extrêmement fondé. Et pour les Asiatiques, cette notion qu'il puisse y avoir une règle en matière de morale qui soit valable tout le temps est juste absurde. Et donc, les uns vont trouver amoral la façon de fonctionner des autres, et les autres, donc sur quelque chose où il y a un trait culturel. Et nous, en France, moi j'avais fait cette enquête auprès d'ingénieurs dans ma thèse en 99-2000. Dans mon enquête, j'avais posé cette question aux ingénieurs. Et puis après, j'ai cherché à savoir comment ça se passait en France en général, sur les enquêtes françaises. Et en gros, le répondant français, sur ces enquêtes dont on dit ce qu'on veut, mais qui pour moi, en gros, ça se répartit dans les 3. Ça veut dire quoi? Que, ben voilà, en France, il y a des gens qui croient, qui considèrent qu'en matière de morale, on va trouver la règle en ouvrant un grand livre et ce sera écrit, il n'y aura qu'à appliquer. Il y en a qui pensent, soit parce qu'ils sont hyper relativistes, oh là, au cas par cas je verrai bien, ou bien qui philosophiquement fondent la singularité d'une situation, d'un contexte, éthique du Caire, hein, on est là-dedans. Et puis il y en a d'autres qui se disent, il y a des règles mais elles ne sont pas valables tout le temps, qui sont non pas dans je ne sais pas, non répondant, mais ni l'un ni l'autre. C'est ni il y a toujours des règles, ni c'est toujours au cas par cas. Alors pour moi, bon, ça a contribué à beaucoup de réflexion sur si on n'est pas en matière d'éthique que dans, on va discuter des choses hyper théoriques sur faut-il ou non faire des robots, faut-il ou non faire ceci autour des objets, ou et si à un moment on ne s'approche pas à la fois des acteurs qui contribuent de façon majeure à l'existence de ces objets, et si on ne les situe pas dans le contexte culturel au sein duquel ils posent ces questions,
on peut continuer. Mais pour moi, qui suis très, très terre à terre, on passait à côté de beaucoup de choses. Et ça m'est pas venu parce que de façon théorique, c'est le hasard de ma vie, de mon parcours, qui m'a fait rencontrer très tôt l'éthique, la réflexion éthique chez les ingénieurs dans ce monde très particulier qui est celui des États-Unis, m'a obligé à prendre au sérieux la question du contexte dans lequel on pose la question. Donc contexte à la fois par exemple sur qu'est-ce qu'on considère la bonne méthode en matière de morale, donc là c'est cette petite enquête, et après toute cette question de vocabulaire autour de c'est quoi un ingénieur, c'est quoi une profession, c'est quoi l'éthique. Alors je vous disais, je vais évoquer quelques éléments bon là je vous ai un petit peu parlé de comment ça se passait dans les professions et un petit peu la recherche. Oui, alors dans la recherche, en gros, j'avais identifié deux genres de contributeurs à ce débat hors de France. Il y avait ceux pour qui il était évident quand on s'intéressait à l'éthique des technologies, on devait à un moment se préoccuper du rôle des ingénieurs dans tout ça. Et il y en avait d'autres pour qui c'était évident qu'on s'en fichait, que ça n'avait aucune importance. Alors voilà, par exemple en Allemagne, il y a Armin Grünwald qui ensuite a pu développer autrement et de façon moins peut-être caricaturale son propos, mais qui disait, bon voilà, en matière de technologie, l'ingénieur, sa marge de liberté, c'est néant, à côté des questions des pressions économiques, des lois, des choix politiques. Donc ouais, il y a la politique, il y a l'économie, et puis l'ingénieur, finalement, on s'en fiche, ça n'est pas pertinent. Voilà, c'est une position parmi d'autres, j'ai lu, il y avait des arguments, mais j'ai quand même été touchée par les arguments, convaincue par un certain nombre d'arguments, des gens qui disaient, ça vaut la peine, on va voir ce qu'on trouve, mais ça vaut la peine. Alors je fais souvent, avec mes étudiants, je faisais souvent le parallèle entre justement la médecine et l'ingénierie, en disant, voilà, quand on parle d'éthique médicale, les gens, ils ont une vague idée, tout ça, éthique d'ingénieur, ils n'ont pas de vague idée. Je disais, ben, il y a quelques éléments d'explication à cette difficulté de prendre au sérieux la question. Et en gros, je l'ai dessiné comme ça. Je dis, ben, souvent, quand on dit éthique médicale, je ne vais pas dire biomédicale ou mais éthique médicale, on imagine le médecin et moi en tant que patient dans un face-à-face, ce colloque singulier, quoi. Il y a lui ou elle et moi, et unité de temps, unité d'espace. Il sait, elle sait des choses que je ne sais pas, il peut des choses que je ne peux pas, les conséquences sont sur moi, l'approche. Je disais l'ingénieur. L'ingénieur. Qui est le patient de l'ingénieur? Donc médecin, patient, je voyais celui qui agit, celui qui pâtit en bien, s'il est soigné, en mal, s'il en meurt, de la décision médicale. Qui est le patient d'un ingénieur tout seul? Et je disais aux étudiants, si vous trouvez ça compliqué, je comprends, c'est en effet plus compliqué d'imaginer le parallèle, éthique médicale, je voudrais que le médecin fasse en effet le mieux pour moi, nanana, ou bon. Donc qui est le... Et puis après, au niveau de l'acteur, la décision de l'ingénieur, c'est une décision qui se prend dans un collectif hybride. C'est pas... parce que si on dit, mais oui, mais les médecins, il y a aussi des décisions à l'hôpital qui sont collectives, mais qui sont quand même souvent des décisions entre ingénieurs, entre médecins. Or, le propre de la décision dans le milieu technique, dans les milieux industriels, l'ingénieur, c'est plutôt, voilà, un collectif hybride, il y aura des ingénieurs, des non-ingénieurs, des financiers, des managers, quoi, toutes sortes de gens. Et même dans ce collectif hybride, il y aura même peut-être les objets, hein, donc, humains, non humains, voilà. Qui? Compliqué. Impact sur qui? C'est loin dans le temps, c'est loin dans l'espace. Potentiellement, pas toujours. Moi, je suis là comme ingénieur dans ce projet, demain je change de boulot, quelqu'un d'autre poursuit les impacts. C'est moi, c'est lui. Donc je disais aux étudiants, si vous trouvez ça compliqué, c'est parce qu'en effet, c'est plus compliqué. Mais c'est pas parce que c'est plus compliqué qu'on ne va pas se remonter les manches. C'est pas parce que quelque chose semble plus difficile à appréhender, à théoriser, à conceptualiser qu'on va dire donc il n'y a pas de problème d'éthique. Et je leur disais aussi que du côté des médecins, on se faisait aussi beaucoup d'illusions sur c'est plus simple. Parce que finalement, la pression économique sur les médecins, les relations avec les entreprises pharmaceutiques, les choix politiques, il y a mille et une choses qui font que voilà, tout ce qu'on dit qui a l'air simple sur le serment d'Hippocrate, tout ça, machin, et le patient, finalement, dans la société contemporaine, n'était pas si éloigné en termes de complexité, de réflexion sur, voilà, sur l'éthique professionnelle du médecin, l'éthique professionnelle de l'ingénieur.
Donc ça, ce sont un petit peu des éléments du contexte. Et donc ces questions de vocabulaire, pendant longtemps, et j'ai trouvé très amusant que dans la présentation, c'était marqué que j'allais parler de engineering ethics. Parce qu'on est en France, et on a des mots en français. Et moi, pendant longtemps, j'ai gardé engineering ethics parce que comment le traduire? Parce que j'étais très gênée aux entournures pour le traduire. Et j'ai entendu en français, je ne sais plus qui, dire éthique de l'ingénieur, éthique de l'ingénierie. Alors le premier nom du centre de recherche où j'étais, ça s'appelait Centre de recherche en éthique de l'ingénieur. Éthique de l'ingénieur, éthique du médecin, essentialiste, là, de l'ingénieur, la femme, l'homme, l'ingénieur. Alors c'est compliqué parce que aux États-Unis ça posait pas de problème, en langue anglaise ça posait pas de problème, mais en France, je voyais bien que ceux qui parlaient d'éthique de l'engineering ethics, ils n'étaient pas que dans ce truc, l'éthique de l'ingénieur, une sorte d'individu comme ça, soit naturalisé, soit isolé de... Mais alors, si j'utilisais ingénierie, alors là, c'était très très compliqué aussi, parce que les gens ne voyaient pas du tout de quoi je parlais, puis avec tous ces gens qui disent ingénierie pour des trucs pas aussi nobles, hein, l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie... Non, c'est pas ça. Puis, il y a beaucoup d'ingénieurs que ça énerve qu'on utilise l'ingénierie pour quelque chose qui n'a pas cette dimension... technique. Donc ingénierie, il aurait fallu que je m'explique tout le temps. Donc j'ai gardé engineering ethics pendant longtemps. Et puis ethics, c'était problématique aussi, quoi. Problématique. Parce que finalement, je me suis rendu compte, mais j'ai mis du temps, que engineering ethics aux États-Unis, on parlait d'engineering ethics quand on parlait des codes, mais on parlait d'engineering ethics quand on parlait de la recherche, on parlait d'engineering ethics quand on parlait d'intervention, on parlait d'engineering ethics pour des choses qui, nous, en français, ne portent pas le même nom. Et ce qui m'a aidé, c'est le détour par le Québec, parce que je me suis rendu compte que les Québécois, de façon très très claire et très très simple, derrière le mot qui en anglais était l'expression en anglais engineering ethics, parfois ils parlaient de déontologie des ingénieurs ou de déontologie de la profession d'ingénieur ou de code de déontologie, et parfois ils parlaient d'éthique de l'ingénierie comme on parle d'éthique médicale. Donc l'éthique médicale et le code de déontologie des médecins, en français, on voit bien que ce n'est pas la même chose, qu'éventuellement le code de déontologie est quelque chose qu'en éthique on va observer, réfléchir, ou bien qu'il y ait une contribution, ou que l'éthique, la réflexion éthique, va peut-être avoir des conséquences sur l'évolution de la déontologie. Comme ça, dans notre compréhension spontanée des mots, on voit bien que dans ce registre de l'éthique, il y a de la déontologie, il y a de l'éthique, même s'il y a des confusions. Mais alors quand c'est le même mot? Donc c'est-à-dire, moi j'ai mis du temps, je lisais des choses, mais cette clarification conceptuelle, elle a été rendue obligatoire par moi par ce parcours plutôt dans l'anglophonie, mais ça a été très intéressant conceptuellement pour moi de vraiment distinguer les choses. Donc merci les Québécois, ce détour par le Québec, qui fait qu'aujourd'hui je dis que mon objet c'est l'éthique de l'ingénierie, mais j'ai mis un certain temps avec quelques articles à définir ce que j'appelais l'ingénierie. Parce que mon autre problème aussi, c'est qu'aux États-Unis, quand on parlait d'éthique de l'ingénierie, engineering ethics, on disait, bah oui, ça fait partie de l'éthique appliquée, de l'éthique professionnelle. Mais l'éthique professionnelle, c'est un sens très particulier, parce que c'est l'éthique des professions. Et moi, un des articles dont je suis la plus contente, il s'appelle Professional Ethics Without a Profession. J'aime bien, ça sonne bien. Mais alors, il y a Michael Davis, là, mon ennemi juré, là, intellectuel, qui a fait une réponse en bonne et due forme en expliquant que c'est parce que nous, en France, on n'avait pas encore compris que les ingénieurs étaient une profession, mais on n'utilisait pas le mot. Mais c'est genre un peu comme quand on dit les crypto-cathos ou les crypto-communistes, ils savent pas, mais ils savent pas qu'ils sont catholiques, mais ils sont. Bon, voilà. Donc, ils savent pas qu'ils sont des professionals. Ils n'ont pas le mot, mais voilà. Un jour viendra où la lumière viendra, ils comprendront que... Donc, l'éthique professionnelle aux États-Unis, c'est un truc très bizarre. C'est un truc très bizarre parce que dans un des courants, je vais dire sociologique, mais pas que sociologique, parce que c'est même un trait culturel marquant, être membre d'une profession ou être juste acteur d'une simple occupation, ça a une signification pour tout le monde. Tout le monde sait très bien. Vous allez sur un trottoir n'importe où, vous dites, voilà, est-ce qu'un plombier c'est une profession? Non. Maintenant, les petits-enfants en France, quand ils sont au collège, on dit profession du papa et de la maman. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi on demande ça aux enfants. Qu'est-ce que ça va changer au prof de maths pour faire le cours de maths de savoir que le papa, il est ingénieur ou au chômage? Bon. Parenthèse. Profession des parents. Profession des parents. On peut mettre plombier. Personne qui va dire. Donc le mot profession, nous, dans notre usage, même si en anglais aux États-Unis, le mot profession peut être utilisé de cette façon un petit peu vulgaire, banalisée. Il n'empêche que, dans ces milieux-là, profession, il y a une définition essentialiste, et la profession, dans sa définition,
C'est une activité qui vise un bien. Qui vise un bien. Et comme elle vise un bien, intrinsèquement, elle a une éthique, une déontologie, tout ça. Alors, comme moi j'ai écrit dans mon article que l'éthique de l'ingénierie était une invention américaine, je me suis fait un petit peu rentrer dans l'art, parce que non. Alors, quel bien vise l'ingénierie? Le médecin vise la santé, le juriste vise la justice, l'ingénieur vise le mieux-être. Donc, il y a une rhétorique idéalisée, mais qui est très présente, et qui fait que dans les écoles d'ingénieurs, il y a des cours sur la déontologie, tout ça. Ça ne rend pas les ingénieurs américains moins crapuleux que certains ingénieurs français, ça ne change rien. Mais il y a une sorte d'évidence partagée dans les milieux académiques de la recherche, pas que chez les praticiens. Et ça a été assez compliqué pour moi pendant tout un temps, jusqu'à ce que je rencontre les gens qui faisaient de la philosophie des techniques, qui étaient en Science, Technology and Society, et qui nous ont dit à nous, Européens, qui commencions à travailler sur l'éthique de l'ingénierie, et qui très vite avons écrit des bouquins où coexistaient dans le même livre des articles qui parlaient de déontologie, des articles qui parlaient de pratique, des articles qui parlaient de philosophie, des articles qui parlaient de culture. Nous, on ne voyait pas trop. Et j'ai envie de dire, même si les pays européens sont différents, quand on a commencé à faire des projets européens autour de ça, on a trouvé plutôt pertinent que l'éthique de l'ingénierie soit une recherche pluridisciplinaire, à cheval sur plusieurs disciplines. Et les Américains nous ont dit longtemps après que, d'une certaine façon, c'est à travers la médiation par l'Europe qu'ils ont connu leurs collègues en STS. C'était des mondes qui ne se parlaient pas. Alors aussi, longtemps après, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas habillés pareil. Non, mais c'est des trucs qu'on ne les comprend pas à 20 ans, même à 30 ans. Je me suis rendu compte, le premier colloque où je suis allée à Cleveland, il n'y avait que des mecs blancs en costard-cravate. Moi, j'allais aux États-Unis pour la première fois de ma vie. Je me disais, bon, peut-être aux États-Unis, il n'y a que des hommes blancs en costard-cravate. Bon, je ne sais pas, c'est difficile, on est là, tout était. Puis je me suis rendu compte après, quand j'étais dans des colloques plus STS, qu'il y avait des gens qui mettaient des jeans et des pulls col roulé. C'est étrange, hein, c'est étrange. Hein. Donc on fait de la recherche, on est là, et puis à un moment, on se rend compte que les objets de recherche, les disciplines sont habitées, occupées par des gens qui sont nés quelque part, qui ont leur histoire, qui ont leur carrière, et que c'est pertinent, et que c'est pertinent. Donc quand on parle d'éthique, quand on parle de philosophie morale, moi ce qui m'intéresse énormément, c'est de venir ancrer toutes ces réflexions sur que convient-il de faire pour bien faire, dans un monde réel d'objets, de luttes, de conflits, d'histoires, de carrières, d'envie, de motivation, de démotivation, tout ça, quoi, dans le monde réel. Donc dans le monde réel, dans sa matérialité, dans le monde réel, dans sa dimension relationnelle. Alors, je disais, je vais juste faire un petit point sur en 2004, premier colloque qui se dit de recherche, journée d'études qui se dit de recherche à Delft autour de la recherche, oui vraiment, la recherche, et pas seulement des pratiques. Il y avait beaucoup d'articles sur des cours d'éthique, des gens qui écrivaient des articles sur « j'ai fait un cours d'éthique, ça s'est passé comme ci, comme ça ». Ça s'appelait de la recherche, mais on sentait bien qu'en 2002 à Delft, on passait à un autre cran, c'était pas juste de la recherche pédagogique, mais aussi de la recherche plus conceptuelle. Alors il y avait un ensemble des contributeurs qui s'intéressaient à la notion d'arrangement social, qui s'intéressaient aux acteurs, individus, sociétés, collectifs, institutions. Bon, il y avait quelque chose autour à la fois des acteurs, de qui parle-t-on, c'est peut-être pas que les professions avec cette définition essentialiste, il y a des collectifs, il y a la société, et il y avait entre autres Richard Devon, qui à l'époque, je crois, il était à Penn State University, un collègue, ça a été longtemps un collègue de Carl Mitcham, qui avait développé une réflexion autour des procédures en matière d'éthique, en disant voilà ce qui fera que tel choix technique sera meilleur, ça va être autour d'un certain nombre de procédures, où on parlait d'inclusivité, on essayait de voir comment la notion de consentement éclairé du patient en médecine pourrait avoir sens quand on parle de technique. Donc il y avait des questions autour de l'arrangement social. Alors il y avait des gens dont la proposition était, et si on inventait une nouvelle norme type ISO 9001 qui soit pour l'éthique? C'est une autre version de dire quel est l'arrangement social. Donc bon, ça n'a pas donné beaucoup de fruits, je dirais, dans l'éthique, sauf que si on regarde tout ce qui se passe du côté de la RSE, finalement c'est peut-être un peu ça, et plus en lien donc avec l'éthique des affaires, il y a une normalisation, une tentative de normalisation de la responsabilité que j'ai pas vu énormément discuter après dans le champ que je connais de l'éthique de l'ingénierie.
Et puis après, il y en avait qui essayaient d'élaborer de nouveaux principes moraux. Donc à l'époque, c'était Sven Ove Hansson qui avait fait une proposition, donc qui voilà, proposait de nouveaux principes moraux. Oui, c'est ça. Donc il y avait Richard Denvan, qui a beaucoup travaillé aussi avec Ivo van de Poel après. Et donc aujourd'hui, je dirais que moi et d'autres, ces questions d'arrangement social, on les pense dans une réflexion aussi sur finalement de qui vient la demande éthique, qui n'était pas posée trop comme question. Finalement, qui demande qu'il y ait de l'éthique. Tout à l'heure on disait oui, voilà, de plus en plus de la société, des organisations, donc ça devient ces arrangements sociaux quand on dit oui, les projets européens qui disent qu'il faut de l'éthique, ou la CTI en 1996, pour la première fois, la commission d'éthique d'ingénieurs marque dans son document référence et orientation qu'il faudrait parler d'éthique de l'ingénieur. C'était très rigolo qu'ils disent éthique de l'ingénieur. On était les seuls en France à utiliser cette expression. Il y avait un gars à la CETI qui avait dû en entendre parler, et puis il dit ah ouais, éthique de l'ingénieur. Pour y faire quoi, je ne sais pas. Sur les années qui ont suivi, quelquefois des directeurs d'école m'appelaient en disant il nous faudrait un cours sur l'éthique de l'ingénieur, une conférence, parce qu'il y a la CTI qui vient faire notre habilitation, parce qu'en plus, à cette époque, la CTI a décidé que même les écoles publiques, paf, tous les 6 ans, devraient un peu... Donc il y avait panique à bord, c'est marqué éthique de l'ingénieur. Puis après, c'était, quelques années après, réflexion sur les enjeux éthiques de l'ingénieur. Puis plus tard, ça a été parler d'éthique. Je dis bon, alors je vois régulièrement des gens à la CTI, je connais bien le président actuel, je dis ce serait bien qu'un jour, ça aille un petit peu plus loin que cette injonction. De qui ça vient? Là, c'est une injonction faible, ça fait paniquer quelques directeurs jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'au bout du compte, ça ne changerait pas grand-chose. Alors que le niveau d'anglais de leurs élèves, ça pourrait vraiment poser des problèmes lourds. Donc, de qui vient la demande? De qui vient la demande? Et donc, quand on voit le cas du Québec est très très intéressant, il y a une organisation professionnelle, une organisation du point de vue juridique du statut des professionnels qui fait que voilà, l'État délègue à des groupes qui sont des groupes professionnels un certain nombre de missions. Et eux, en contrepartie d'une certaine autonomie, s'engagent à travailler dans le bien, pour le bien public. Mais cette autonomie est toute relative puisque c'est une délégation, c'est vraiment l'État qui délègue quelque chose. Et tout cela, c'est des textes de loi, le code de déontologie, un texte de loi, c'est une loi professionnelle. Alors les Américains souvent voient de loin les Québécois, pourtant c'est pas très loin, en disant ah ça, ils sont arrivés à l'idéal de ce qu'on voudrait, des professions qui ont un pouvoir de sanction, ils peuvent radier un membre pour avoir manqué à la déontologie. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que c'est dans un contrat social très très particulier et que tout ça est encadré juridiquement, on n'est pas dans une dimension libérale, mais qui ne ressemble pas à ce qu'eux ont fait. Eux, ils ont des associations professionnelles, et puis une grande fierté d'avoir des codes de déontologie qui défendent leur autonomie et qui prouvent au monde entier combien ils sont bons. Aucun pouvoir de coercition, aucun renforcement par aucun moyen. Donc il y a des arrangements sociaux divers selon les cultures, selon les pays, selon les régimes juridiques, et qui demandent l'éthique est quelque chose qui peut être intéressant. Oui. Eh bien, j'ai plus que 2 points. Et les 2 autres points, c'est la question du contexte. Donc, tout à l'heure, je vous disais ce contexte d'un pays à l'autre. Donc, il y avait à l'époque, en 2004, un Américain qui avait vécu un peu au Japon, qui avait percuté enfin que, tiens, il y avait des choses selon les cultures, selon les pays. Et puis un autre, donc là, c'était Heinz Lugenbill, et il y en avait un autre qui, lui, avait comparé la manière dont la question se posait chez les ingénieurs et chez les informaticiens, qui, dans ce pays, sont des mondes différents. Il dit, tiens, il y en a qui parlent du macro, avec des théories, d'autres qui partent toujours d'études de cas, et il s'était rendu compte que, qu'il y avait un effet de contexte pour les chercheurs, selon la discipline, selon le pays. Donc ça, cette question du contexte, je l'ai poursuivi aussi, et d'autres l'ont poursuivi. Et puis, il y avait le rapport théorie-pratique. Quelle est la place de la théorie, quelle est la place de la pratique? Est-ce qu'on doit être dans une approche inductive, déductive? Et en 2004, ça a émergé et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important. Donc 3 questions qui étaient dans le début de la recherche en 2004 sur les arrangements sociaux autour de l'éthique, la place des acteurs, autour du rôle des contextes. Est-ce qu'on doit prendre en considération le contexte de l'action, le contexte de la formulation de normes, le contexte, quelle forme de contexte quand on parle d'éthique en lien avec les ingénieurs, et puis ce rapport théorie et pratique, quelle est la place de la théorie, quelle est la place de la pratique. Alors, et juste pour finir, la notion du pragmatisme évoquée dans l'introduction du document, oui, dans le milieu de l'éthique médicale, je vois beaucoup d'expériences pratiques qui se font. Dans le milieu de la recherche, je vois, entre autres avec Delft et puis d'autres, des méthodes d'intervention
Mais ça reste dans la recherche, ça reste dans un milieu très particulier et je ne peux pas dire, et moi j'ai jamais été sollicitée pour faire de l'intervention éthique chez Total, chez Peugeot, autour de la pratique normale du travail de fabrication, d'évaluation, de conception. Voilà, comme vous l'avez compris, je pourrais tenir 3 jours non-stop autour de ce sujet, mais c'est intéressant de pouvoir dialoguer et entendre les autres. Donc je vous remercie de votre attention, je pense que j'ai lancé un certain nombre de choses. La littérature est disponible sur Internet, pas que la mienne, maintenant vous savez qu'elle existe.